Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième Web Masterclass qui s'inscrit dans le processus des assises de la construction durable en Outre-mer. Avant de démarrer, puis comme d'habitude, un petit point logistique sur la manière de fonctionner dans ces Web Masterclass. Donc durant toute la présentation, normalement vos micros et caméras sont coupés. Donc si ce n'est pas le cas, merci de le faire. On a réservé un créneau pour les questions en fin de présentation. Donc il y aura une demi-heure de questions-réponses possibles. Sauf pour la partie qui sera traitée par BPI France, puisqu'on doit les libérer avant. Donc on fera une petite pause de 5 minutes à la suite de leur présentation pour que vous puissiez poser vos questions éventuelles. Donc du coup, pendant l'heure et demie qui va se dérouler, je vous laisse noter vos questions de côté. Et puis quand on ouvrira les questions-réponses, là vous pourrez utiliser la conversation, voire lever la main pour prendre la parole s'il n'y a pas trop de questions. On pourra le faire comme ça. Hop. Aujourd'hui, donc, on va traiter des financements mobilisables en Outre-mer. Donc, je remercie les différents intervenants pour le temps qu'ils ont alloué à la préparation de cette masterclass, et notamment à Verso Consulting qui a été en charge de coordonner un petit peu les intervenants. Donc, merci Guy François qui est présent et qui va vous présenter aussi une partie sur cette web masterclass. Donc, le but, c'est de faire un tour d'horizon des financements mobilisables. On a essayé d'être assez exhaustif quand même dans les présentations. Avant de leur donner la parole, un bref retour. Je ne vais pas être très très long puisqu'on l'a fait dans les Web Masterclass précédentes, mais un petit rappel du contexte des assises de la construction en Outre-mer, avec notamment le planning, puisque là on est à mi-parcours des Web Masterclass. Donc elles sont organisées sur plusieurs temps, dont le premier a été l'appel à contributeurs. Donc juste pour information, vous avez été plus de 280 à répondre à cet appel à contributeurs. Donc pour certains, vous êtes là en direct, et puis d'autres qui regardent les Web Masterclass en replay. Le second temps, après ces Web Masterclass qui ont démarré la semaine dernière et qui vont se terminer vendredi, c'était vraiment dans l'objectif d'échanger avec les instances hexagonales qui sont impliquées dans la production de référentiels. Donc vraiment, l'objectif de ces Web Masterclass, c'est d'avoir une culture commune, de se créer une culture commune sur ces sujets et de soulever des questionnements qui ensuite vont être détaillés durant les ateliers locaux auxquels vous allez participer, et pour certains d'entre vous que vous allez animer. Donc l'objectif de ces ateliers, dont vous avez déjà eu certaines infos pour certains, mais pour les autres, vous allez avoir des infos quant à la programmation et au contenu. L'objectif principal, ça va être de hiérarchiser les sujets identifiés dans les formulaires d'inscription que vous avez pu répondre lors de votre inscription, les catégoriser et réfléchir sur l'articulation entre ces catégories, de formuler des propositions pour traiter ces sujets sur le long terme, et ça sera notamment l'occasion de les inscrire dans le livre blanc qu'on co-construira lors des assises à Paris au mois de février, et puis qui sera donc disponible dans un livre blanc qu'on présentera à Batimat en 2024. Juste pour rappel, les 4 ateliers auxquels vous allez pouvoir participer sur vos différents territoires en présentiel ou en distanciel selon les cas. Le premier atelier, c'est pour des référentiels techniques adaptés à l'outre-mer. Sachant qu'il y a déjà des actions qui existent, elles ont été référencées, des projets comme Bâti Solide aux Antilles, des collaborations du BENTEC avec les fédérations du bâtiment à La Réunion ou en Nouvelle-Calédonie. Voilà, ça ouvre des perspectives qui seront à renforcer, à pérenniser et puis à coordonner entre les territoires. D'autres sujets sur ce premier atelier ont été identifiés aussi par vos formulaires, notamment des sujets comme la simplification des démarches de construction, la nécessité d'adapter des TU qui ne sont pas toujours adaptés ou que partiellement applicables, ou encore l'intégration de matériaux locaux, biosourcés et géosourcés, qui pourraient peiner à être référencés. Dans l'atelier 2, le sujet, c'est pour la prise en compte des usages et spécificités culturelles dans les référentiels. Donc là, pareil, certains d'entre vous ont déjà remonté des sujets potentiels, comme par exemple le développement de l'architecture vernaculaire, qui d'une certaine manière contribue à la résilience des territoires. Sur l'atelier 3, vous aborderez la mobilisation des contributions scientifiques locales dans l'adaptation et la production de référentiels. Donc encore une fois, il y a des sujets qui ont été relevés, comme la nécessité de reconnaître l'expertise et les spécificités insulaires, de prendre en compte les études scientifiques menées localement, notamment dans l'évolution de ces référentiels, d'intégrer les matériaux, les modes de construction traditionnels dans les textes, etc. Pour l'atelier 4, pour la capitalisation de savoir-faire et l'utilisation de produits issus de zones géographiques proches, donc pareil, toujours des premiers commentaires, mais vous pouvez aussi agrémenter pour construire ces ateliers, qui sont la possibilité de réduire le bilan carbone des constructions, d'améliorer l'identification des producteurs dans les bassins géographiques de matériaux, et donc faciliter les échanges aussi sur les travaux scientifiques qui peuvent être réalisés d'un territoire à l'autre.
Voilà, ça c'était, je souhaitais vraiment apporter une précision là-dessus, puisque les web masterclass, donc, vous pouvez poser vos questions, mais dès qu'on va rentrer sur des sujets assez précis, on peut les identifier là, on les mettra dans les commentaires, vous pourrez réagir, mais l'objectif c'est vraiment de s'en saisir pour, dans les ateliers, développer ces sujets qui posent question, qui ne trouvent pas de réponse aujourd'hui, et d'avancer sur ces sujets-là. Donc je vais maintenant laisser la place à nos différents intervenants pour qu'ils puissent se présenter, en commençant par BPI France. Donc la parole est à Lise. Oui, bonjour à tous et merci pour votre invitation. Donc moi, je suis Lise Pellerin, je suis responsable innovation Outre-mer, c'est-à-dire que je m'occupe des dossiers innovation pour l'ensemble des Outre-mer en venant en appui aux équipes locales des directions régionales Antilles-Guyane et Réunion Pacifique. Bonjour, et donc moi je suis le local de l'étape, puisque même si je suis à Paris aujourd'hui, moi je suis le directeur régional sur les Antilles et la Guyane de BPI France, donc avec un bureau en Guadeloupe, un autre en Martinique et un troisième à Cayenne en Guyane. Et j'ai mon homologue donc, qui s'appelle Jean-Marc Batigello, qui lui est basé à La Réunion et s'occupe de La Réunion et Mayotte. Et on est aussi présent dans l'océan Pacifique avec Frédéric Langlade à Nouméa. Ok, merci. Et du côté Banque des Territoires. Oui, bonjour, Lisa Nanou. Donc moi, je suis responsable du pôle conception et adaptation de l'offre logement social à destination de la métropole et des Outre-mer. Merci. Et puis on termine avec l'ADEME, avec Vincent Chaussery-Lapré. Bonjour à tous, donc Vincent Chaussery-Lapré, ingénieur énergie bâtiment à l'ADEME Réunion, donc basé sur la Réunion. Je m'occupe de l'accompagnement des entreprises et collectivités sur les sujets liés à l'efficacité énergétique des bâtiments et au développement des énergies renouvelables thermiques. On a des agences à La Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Ok, merci. Et donc on termine vraiment avec Guy-François Ville, qui est consultant chez Verso. Bonjour à tous, donc Guy François, consultant chez Verso. Quelques mots sur le cabinet. Donc, on a un cabinet de transformation des Outre-mer. On a un positionnement spécifique puisqu'on est basé à La Réunion, à Mayotte et aux Antilles, enfin en Martinique, ce qui nous permet d'opérer sur les deux bassins régionaux qui sont l'océan Indien et les Antilles et Guyane. On est un cabinet de transformation Outre-mer dans le sens où on fait du conseil en stratégie, en organisation et en système d'information. On est amené à structurer des projets. Et dans le cadre de ces projets-là, on peut avoir des demandes, des recherches de financement, et c'est dans ce sens-là qu'on a certaines connaissances sur ces sujets de financement mobilisables. Ok, merci. Alors un petit passage sur les différentes parties, mais qui vont de soi avec vos présentations, puisque là, on aura une première partie qui sera présentée par Guy François, qui permettra de faire un petit point sur mobiliser des financements, pourquoi, comment. La deuxième partie, donc je redonnerai la parole à BPI France pour les financements qui sont proposés. La même chose dans la troisième partie pour la Banque des Territoires, et puis on terminera avec l'ADEME. Donc Guy François, je te redonne la parole sur cette première partie, mobiliser des financements, pourquoi, comment. Oui, avant de laisser la parole aux différents financeurs, c'est vrai qu'on a souhaité vous poser le panorama global des financements mobilisables, ne serait-ce que pour pouvoir les situer, vous situer vous-même dans des cadres d'usage. Après coup, c'est sûr qu'il y aura pas mal d'informations qui sera diffusées, mais quand vous regarderez le replay, ce sera beaucoup plus simple pour vous situer. Alors, quand on parle de financement, on parle de financeurs, on parle de dispositifs de financement, des différents types, et de conditions d'éligibilité. Alors, derrière ces conditions, on peut avoir les bénéficiaires qui sont éligibles et les dépenses éligibles. Alors, ce que vous voyez à gauche, ce sont les financeurs majeurs. Alors, il y en a probablement d'autres qui existent sur le marché, en tout cas pour les Outre-mer. Au-delà de nos trois financeurs qui vont intervenir, on a également l'Union européenne via les fonds européens qui peuvent financer des projets liés à la construction durable. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas souhaité aujourd'hui les présenter dans le détail, tout simplement parce que les programmations fédèrent de chaque territoire d'outre-mer sont gérés par les collectivités. Donc, c'est à la main des collectivités. Et donc, chacun, selon son schéma régional de développement, va avoir sa propre programmation. Alors, chaque programmation est organisée par thématique. Alors, on peut avoir des thématiques sur la recherche, développement et innovation, sur la transition écologique. Et au sein de chacune de ces thématiques, on va avoir des fiches actions et charge ensuite à chaque porteur de projet, selon son territoire, à se rapprocher des différents guichets
unique de leur collectivité pour justement candidater. Il faut savoir que chaque fiche action, dans chaque fiche d'action, on va avoir justement les conditions d'éligibilité, mais aussi les résultats attendus liés à cette fiche action pour obtenir des financements. Et justement, ces résultats attendus vont être liés à la stratégie de développement de chacun des territoires. On a le ministère des Outre-mer, dont on va parler en conclusion. On va avoir l'AFD qui dispose d'un fonds Outre-mer. Donc, de la même manière, voilà, aujourd'hui, on ne verra pas dans le détail ce qui est proposé par l'AFD. On vous laissera le soin de vous rapprocher d'eux si vous en avez besoin. Et enfin, l'Agence nationale de la recherche qui, elle, via ses plans d'action annuels, lance des appels à projets. Et de la même manière, on a préféré, étant donné les entités visées par l'ANR, donc souvent des établissements d'études supérieures, d'enseignement supérieur, qui sont déjà au fait de ce qui est proposé, de comment ça marche. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a préféré aujourd'hui ne pas aller dans le détail sur ce que propose l'Agence nationale de la recherche. Mais il faut bien avoir en tête que voilà, il y a des aides qui sont proposées. Sur les dispositifs existants, il y en a de 3 types. D'abord, de l'ordre du financement indirect, donc les crédits d'impôt, donc après coût, après investissement, les prêts à taux bonifiés qui vont vous aider à investir avec une aide justement à l'investissement, et puis les financements directs, donc via les subventions. Donc, selon le dispositif, on va avoir, et selon vous-même, le projet que vous portez, plusieurs types de dépenses qui vont être éligibles. Et donc, quand vous-même, vous avez en tête un projet, que vous définissez les différents postes de coûts, il s'agira de bien catégoriser ces postes de coûts. Là, on vous propose une typologie un peu générique qu'on peut retrouver pour certains financeurs qui nous sont plutôt clairs. Si vous avez des investissements matériels, donc si vous avez une innovation à mettre sur le marché, une unité et à produire, un produit de construction par exemple, vous allez faire des demandes de machines et d'équipements productifs et vous allez solliciter des investissements. Ça va être la même chose pour des demandes d'instruments, de capteurs, d'isolants, etc. ou même de bancs d'essai dans le cadre où vous êtes dans des phases de test ou de prototypage. Il arrive aussi que via vos projets, vous deviez faire appel à des études, à de l'ingénierie, donc des études de type faisabilité, juridique, de programmation, où vous souhaitiez mettre en place un logiciel, donc souscrire à une licence spécifique. Donc, on est bien dans le cadre d'investissement immatériel. Et puis, voilà, il y a un ensemble de choses qui peut relever d'investissement matériel et qui sont catégorisées dans ce type de dépenses et pour lesquelles il faudra avoir un regard particulier quand vous allez analyser les dispositifs de financement existants. Plus globalement, on est toujours dans l'investissement, mais on a des postes de travaux. Et puis, on va avoir les frais. Donc, au-delà d'investissements spécifiques, ça peut arriver que certains dispositifs soutiennent et aident au recrutement, donc à la rémunération des ressources humaines, aux actions de communication et plus globalement aux frais généraux. Donc, voilà un ensemble de typologies de dépenses que vous retrouverez dans les présentations qui vont arriver par la suite. On a vu qu'en termes de type de financement, de dispositifs, on avait des subventions, des prêts qui vont être abordés par la suite, mais également des crédits d'impôt qui relèvent de l'État, qui ne vont pas être exprimés par la suite. C'est pour ça que là, on souhaite faire un zoom justement sur ce dispositif fiscal qui peut être incitatif pour la construction durable. Alors, pour rappel, un crédit d'impôt, ça correspond à un montant qu'on soustrait de l'impôt qu'une entreprise doit payer. Donc, c'est une forme d'aide financière, finalement, qui répond à certains objectifs de promotion et de récompense selon certaines modalités d'activité économique des entreprises. Donc, selon la nature de vos activités, vos conditions d'exercice, votre secteur d'activité, dans le cadre de la construction durable, on a identifié 3 principaux crédits d'impôt qui pourraient vous être utiles. Donc, le crédit d'impôt recherche, donc pour encourager les entreprises à engager des activités de recherche et développement. On va avoir des taux de crédit d'impôt en Outre-mer de l'ordre de 50% pour les dépenses inférieures à 100 millions d'euros, 5% pour les dépenses supérieures. Et là, les dépenses concernées vont être liées aux amortissements de matériel dans le cadre de la R&D, les dépenses liées aux charges sociales ou encore aux prestations intellectuelles, donc l'investissement immatériel. On va également avoir les crédits d'impôt innovation qui s'appliquent exclusivement aux PME. Donc, en Outre-mer, le taux est de 60% pour les dépenses inférieures à 100 millions d'euros, 5% pour les dépenses supérieures. Et là, les dépenses concernées vont être liées à la réalisation, par exemple, d'opérations de conception de prototypes ou d'installation de pilote d'un nouveau projet. Donc, ce sont des exemples à étudier. Et encore une fois, là, sur les différents sites de l'État, vous allez avoir le détail de ce qu'il y a derrière ces différents types de crédits d'impôt. Et enfin, quand on parle de construction durable, on peut penser à la rénovation énergétique.
Donc là, on a un crédit d'impôt qui est dédié à cette thématique. Donc, c'est un crédit d'impôt temporaire qui cible les TPE. Et, donc, en Outre-mer, le taux pratiqué est de 30% du prix de revient des dépenses éligibles dans la limite de 25 000 €. Donc, ça va être tout ce qui est dépenses liées aux améliorations de l'efficacité énergétique des locaux, si le bâtiment est construit depuis plus de 2 ans. Et on a quelques exemples, ça peut être des travaux d'isolation, de combles, des installations de chauffe-eau solaire collectif ou de pompe à chaleur, etc. Donc voilà trois typologies de dispositifs, trois types de dispositifs donc, liés au crédit d'impôt qui pourraient être sollicités dans le cadre de projets liés à la construction durable. Pour situer les différents financeurs, on vous propose ici une chaîne de valeur qui résume les différents maillons finalement du développement d'activités liées à la construction durable. On peut avoir le cas de travaux de recherche et développement et qui s'enchaînent par la production et l'industrialisation de produits de construction. Où, pour cette première partie, on va avoir les financeurs que vous voyez affichés à l'écran qui vont pouvoir vous aider. Alors, si vous êtes concerné, l'idée de ce slide-là, c'est si vous êtes concerné par l'un ou l'autre des maillons de cette chaîne de valeur, l'idée, c'est vraiment de vous rapprocher de ces financeurs ou du moins de consulter en particulier les présentations qui vous sont faites par la suite. À partir du moment après la R&D et la production, donc si on est dans le cadre de nouveaux produits de construction ou de procédés de construction, la suite après, c'est la commercialisation, la distribution de ce qui aurait des produits innovants. Donc, ça passe par deux marchés, la construction, le marché de la construction et le marché de la rénovation. Donc là, on va avoir des financeurs qui pourraient vous aider financièrement dans vos projets. Et pour les produits non innovants, forcément, la construction et la rénovation est aussi concernée. Si vous avez des projets de tels projets de construction et rénovation, vous pourrez faire appel à ces financeurs. On n'en a pas parlé encore, mais pour le ministère des Outre-mer, on a en particulier la ligne budgétaire unique qui peut être activée pour les projets de construction. Et on le verra par la suite, il y a l'intervention de Vincent Soucheray-Lapré côté ADEME. Au niveau de la rénovation, on va avoir les C2E, le cadre territorial de compensation, qui vont pouvoir justement contribuer à soutenir financièrement les travaux de rénovation, toujours dans une perspective de rénovation, de construction durable. En introduction des trois interventions, on va avoir l'ADEME qui va cibler plutôt les entreprises, les collectivités et les bailleurs sociaux, donc un spectre assez large. La BPI France, plutôt, comme sa raison d'être l'indique, plutôt les TPE-PME, et la Banque des territoires, donc les institutions publiques, donc collectivités territoriales, communes et intercommunalités, les établissements publics d'enseignement et les bailleurs sociaux, mais tout cela vous sera précisé par la suite. Donc, pour situer les différents financeurs, on les a positionnés sur une chaîne de valeur. Et si on se projette un peu plus sur deux cas d'usage qui peuvent vous concerner, donc si vous êtes un porteur de projet et vous souhaitez développer un produit de construction innovant, donc vous allez faire de la recherche, vous allez peut-être lancer des études, opportunités, faisabilité, définir un modèle économique pérenne, tester, éprouver votre innovation via des prototypages, via des tests, des essais, les mettre en conformité et enfin produire l'ensemble à plus grande échelle avant un lancement commercial. Et donc là, c'est le premier cas d'usage qui fait que vous pourriez être intéressé par certaines aides et vous verrez par la suite un slide qui vous permet de mieux vous situer pour voir quels seraient les dispositifs qui pourraient vous aider. Et on a un autre cas, vous portez un projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment, vous avez des études techniques à faire. Avant de réaliser les travaux, vous devez faire un cahier des charges, sélectionner des prestataires pour réaliser les travaux, installer des équipements. Bref, si vous êtes dans l'un de ces deux cas d'usage, vous verrez dans le slide suivant, donc, je laisse passer, le positionnement des différentes aides qui vont vous être présentées juste après. Donc, on a dans le premier cas d'usage, toujours sur la fameuse chaîne de valeur, la BPI France qui va proposer des aides à l'innovation et un prêt à innovation R&D. L'ADEME va proposer un dispositif d'aide à la recherche, au développement et à l'innovation et un dispositif d'appel à projet à recherche. Si vous avez fini ce cap de la recherche et développement et vous souhaitez produire, industrialiser pour ensuite vendre vos produits de construction innovants, vous pourrez faire appel à BPI France et notamment aux subventions innovation Outre-mer ou à la Banque des territoires
via le dispositif territoire d'industrie. Donc, petite parenthèse, ce dispositif est bien lancé. On est sur une phase actuelle de labellisation d'identification, donc labellisation des territoires, des futurs territoires d'industrie en Outre-mer et en métropole. Et si vous êtes un porteur de projet sur l'un de ces territoires labellisés territoires d'industrie et que vous n'avez pas encore de projets qui sont dans le périmètre d'action des candidatures qui auront été déposées, et bien à ce moment-là, vous pourrez vous rapprocher des collectivités ou des industriels qui portent justement ce projet de territoire d'industrie pour remonter vos propositions de projet afin qu'ils soient éventuellement soutenus par ce dispositif territoire d'industrie, donc via des investissements ou des prêts. Dans le cas, vous êtes dans le second cas d'usage, donc vous allez avoir la Banque des Territoires qui vous proposera les prêts classiques à la construction de logements locatifs sociaux, l'ADEME qui a son dispositif d'aide à la décision qui peut vous aider, et enfin, pour la rénovation, un ensemble de prêts proposés par BPI France et la Banque des Territoires, une subvention investissement outre-mer de BPI France qui vient en complément d'une subvention innovation outre-mer si dans le cas où vous suivez la chaîne de l'innovation, à partir du moment où vous avez votre produit, vous souhaitez le mettre sur le marché et le commercialiser, il y a des subventions investissement outre-mer qui peuvent être activées sur la partie rénovation. Et enfin, l'ADEME propose un ensemble de dispositifs. Donc, il y a un dispositif d'aide au schéma directeur immobilier énergétique, un fonds chaleur et un fonds tourisme durable. Et l'ensemble de ces dispositifs vont vous être présentés dans cette prochaine heure. Ok, merci Guy-François. Donc du coup, on va démarrer avec BPI France, donc sur cette deuxième partie sur les financements qu'il propose. Du coup, je laisse la parole à BPI. Bonjour. Alors BPI France, donc nous sommes une banque détenue majoritairement par l'État et la Caisse des dépôts. Et donc notre raison d'être, c'est d'être aux côtés des entreprises, de financer et d'accompagner les entreprises au travers nos 5 grands métiers historiques, j'allais dire le financement de l'innovation dont Lise va nous parler, la garantie des prêts bancaires, les financements en direct, et puis l'accompagnement, c'est-à-dire la mise à disposition des entreprises de conseillers, de consultants que l'on aura labellisés au préalable. Alors là, on parle de construction durable, donc nous, ça s'intègre totalement dans notre axe stratégique qu'on a lancé maintenant il y a 5 ans, puisqu'il y a 5 ans, on a lancé un grand plan climat chez BPI France, qui est issu de discussions et d'interrogations qu'on a eues auprès de nos clients, pour leur demander la transition écologique, énergétique, les réductions de gaz à effet de serre, c'est quoi pour vous et comment vous voyez ça? Et on était assez surpris, ça fait 5 ans maintenant, des réponses, où les gens nous disaient, nos clients, chefs d'entreprise, nous disaient qu'en tant que citoyens, ils se sentaient complètement concernés. Ils faisaient du tri des déchets, ils élevaient leurs enfants dans respect de la biodiversité. Par contre, en tant que chef d'entreprise, là, ils se sentaient complètement démunis, c'est-à-dire ils ne savent pas par quel bout prendre le sujet. Ils ne savent pas auprès de qui s'adresser et ils se doutaient bien que ça allait leur coûter de l'argent, et tout en se doutant bien aussi que leurs clients n'étaient pas prêts à financer ces surcoûts. Donc on a lancé un grand plan stratégique là, qui, comme tout grand plan stratégique, prend en compte 3 axes, 3 piliers. Donc le premier pilier, c'était d'accompagner les développeurs d'ENR, les producteurs d'énergie renouvelable, donc pour rester l'un des leaders dans le financement de ces productions d'ENR, de façon à pouvoir diversifier le mix énergétique du pays. Le deuxième, c'était de trouver des solutions, donc d'aller chez les green tech, les entreprises innovantes, et ça on va en reparler tout de suite, pour faire éclore des offreurs de solutions, des gens qui peuvent apporter aux entreprises du bâtiment ou autres des solutions techniques pour réduire ces gaz à effet de serre. Et troisième pilier, c'est le porte-à-porte de masse, donc c'est aller porter la bonne parole chez tous nos clients, pour leur dire que quand ils augmentent la taille de leur usine, quand ils construisent une nouvelle usine, il vaut peut-être mieux le faire en regardant des outils de construction durable plutôt que de le faire comme leurs parents l'avaient fait au plus rapide avec du béton et de l'acier. Donc voilà, c'est tout ça le grand plan climat chez BPI France. Donc tout ça, ça se décline par plusieurs outils opérationnels. Donc tout d'abord des outils d'accompagnement de nos clients.
donc au travers de différents diagnostics que l'on a repris pour la plupart de l'ADEME, qui avait développé notamment et très bien le Diag Ecoflux. Donc là, le Diag Ecoflux, c'est un consultant qu'on a labellisé et qui vient dans l'entreprise auditer toutes les fonctions de production dans l'entreprise de façon à réduire ses émissions, ses consommations d'énergie, d'électricité, de gaz, de pétrole, et réduire aussi ses émissions de déchets. Donc ça, c'est un diagnostic qui marche bien, et y compris qui décolle maintenant dans les Outre-mer, où il y avait un petit décalage de 2 ans à peu près. Et là, on commence à avoir du répondant et de la demande sur ces outils d'accompagnement. Après, une fois qu'on a fait ces missions, on a des outils de financement, comme nous l'a dit Guy François tout à l'heure. Donc, nous avons des outils à la fois d'innovation. On vous parlera de subvention innovation outre-mer, ou de la subvention France Nation Verte qui vient de sortir là, il y a 15 jours, et qui peuvent, ces deux subventions pouvant prendre en compte des dépenses liées au bâtiment. Donc ça, c'est une partie subvention. Et puis on a une partie prêt, puisque nous sommes des banquiers à la base. Et là, on a toute une gamme de prêts. Alors, je ne vais pas vous les détailler les uns après les autres. Alors, il s'appelle donc prêt éco-énergie, il s'appelle prêt vert, avec différents noms derrière. Retenez que ce sont des prêts destinés à financer tout ce qu'un banquier traditionnel normalement constitué n'aime pas trop financer. Ça va être tout ce qui est frais de recherche, frais de tout ce qui est immatériel en fait dans un plan de financement. Au-delà des frais de recherche, c'est plutôt des frais immatériels, des frais de formation du personnel, des frais de conseil justement, des frais d'émission d'honoraires, parce que souvent ça commence par là. Et donc, tous ces frais immatériels, des frais à faible valeur de gage, parce qu'il s'agit parfois de bricoler des petites choses sur tout un process de production. Il s'agit de rajouter des choses à un bâtiment, d'équiper un bâtiment existant en LED, en mettant des récupérateurs d'eau de pluie, en rajoutant des panneaux photovoltaïques. Donc, toutes ces petites dépenses qui, pour un banquier, sont par nature difficilement finançables, puisqu'on ne peut pas inscrire une hypothèque dessus, on ne va pas faire un leaseback dessus, et sinon, ça reste du prêt de consolidation, on va dire, du prêt de BFR. Donc, tout ça, on va pouvoir le financer au travers de nos prêts. Donc, après, on se calera, c'est vraiment des études au cas par cas, avec le dirigeant. Donc, on appellera ça prêt éco-énergie si ça rentre dans les cases. Sinon, on appellera ça prêt vert, voire prêt croissance si c'est possible. Donc, retenez que ce sont des prêts sur des durées longues, parce que tout ça, ce sont des dépenses qui devraient se financer sur des durées souvent inférieures à 5 ans. Et on va pouvoir le financer sur des durées assez facilement de 7 ans, voire de 10 ans, pour certains prêts verts, suivant les besoins, et que sur ces prêts, donc, on ne prend aucune garantie. Donc, ni sur la tête du chef d'entreprise, donc il n'y a pas de caution, ni sur l'entreprise. Donc, il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas de nantissement de fonds, il n'y a pas de gage sur les matériels. Ce sont vraiment des prêts de confiance, réservés à des entreprises que l'on connaît et qui ont pignon sur rue. Donc voilà, toute cette gamme de prêts qui suit. Alors j'ai vu une question passer, elle est partie sur le Diag Ecoflux. En effet, le Diag Ecoflux est subventionné, puisque donc l'ADEME assume une partie du coût, et BPI France aussi. Donc on labellise en fait des consultants qui viennent dans l'entreprise faire leur étude. Et globalement, on assume le 50% du coût de ce consultant. Je regarde en même temps. Donc oui, le Diag Ecoflux, je vois la question. Donc, je réponds à Catherine Jean-Baptiste, est bien subventionné. Donc en gros, le Diag Ecoflux de mémoire, ça coûte 12 000 € et on en assume à peu près la moitié. Donc il y a un reste à charge pour l'entreprise qui doit être de 5 000 € à peu près. Voilà, et donc tous ces outils donc, sont ouverts aux entreprises, que ce soit TPE ou PME, voire ETI pour certaines.
Donc voilà, on peut passer peut-être. Alors sinon, pour les entreprises, je ne pensais pas le dire, mais en écoutant Guy François tout à l'heure, il y a un outil qui est très important aussi, et surtout sur les Outre-mer, en accompagnement en fait, des entreprises de bâtiments, c'est le financement des créances publiques. Là, on a un sujet, et notamment dans les Outre-mer, de délai de paiement, un délai de paiement des collectivités. Et donc, toutes les entreprises liées à la construction, donc c'est vrai qu'on les incite à être innovants, pardon, à développer des produits ou des process innovants et durables. Par contre, sur les métiers traditionnels, on a un gros métier chez BPI France qui est le financement des créances publiques, où on va faire, pour faire simple, de la DAI, en fait, sur ces créances publiques qui mettent du temps à être payées, et donc faire l'avance de trésorerie aux entreprises, de façon à ce qu'elles récupèrent leur cash, enfin qu'elles soient anticipées leur paiement, de façon à ce qu'elles aident la trésorerie pour assurer leur développement, ou aussi pour assurer des frais de recherche et de développement. Donc financement des créances publiques, c'est aussi un métier très important pour les entreprises du bâtiment, et surtout en Outre-mer. Donc voilà, je vais laisser Lise parler plus spécifiquement des sujets d'innovation. Oui, merci. Alors effectivement, je vais faire un focus plus particulièrement sur les sujets d'innovation que donc on accompagne chez BPI. On propose ce qu'on appelle un continuum de solutions pour accompagner les sociétés innovantes, quelle que soit leur étape et en fonction des besoins financiers qu'elles auront à cette étape. Donc en fait, on va pouvoir accompagner les entreprises dès leur création et tout au long de leur développement, faisabilité, développement et lancement commercial, avec donc une série de subventions, d'aides et également de prêts dédiés. Passer à la slide suivante. Voilà. Donc, comme je vous disais, on va démarrer à la création de l'entreprise et dès la création de l'entreprise, on peut vous accompagner via des subventions pour financer les premières dépenses liées à la R&D d'un projet innovant, notamment le POC, ou bien les études de faisabilité, s'il y a du juridique également. Voilà, les premières dépenses qu'on va être amené à mettre en place pour vérifier la faisabilité de son projet innovant. Et donc, on va pouvoir intervenir via la bourse French Tech qui est déclenchable jusqu'au 1 an de l'entreprise. Donc, sur la première année de l'entreprise, qui est une subvention qui couvre jusqu'à 70% du montant des dépenses présentées et dans un maximum de 30 000 €. On a aussi la bourse French Tech Émergence pour des projets dits Deep Tech, mais on est là sur vraiment des projets dits de rupture, donc qui prennent leurs sources dans des laboratoires de recherche et on est sur des projets vraiment en rupture par rapport à l'état de l'art en fait. Quand on continue à développer son projet, une fois qu'on a validé la faisabilité, on peut être sur le développement vraiment du projet avec des montants plus élevés de dépenses. Et là, pour réaliser donc son projet et vous aider dans la R&D, on a 2 types d'aides, soit l'avance récupérable, soit le prêt innovation R&D, qui vont vous accompagner sur cette phase. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur les projets innovants. Donc, l'innovation, on va valider la notion d'innovation ensemble. On peut être sur une innovation de rupture, une innovation incrémentale. C'est pas toujours facile à valider, mais ça, c'est notre métier. Donc, en fait, le plus simple, c'est après de prendre contact avec nous, de nous raconter là où vous en êtes, vos besoins, et nous, ensuite, on voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme produit et si ça répond bien à la notion d'innovation, voilà, chez nous. On a également des concours ou appels à projets. Il y a le concours iLab qui a lieu depuis une vingtaine d'années maintenant, qui a lieu donc toujours à la même époque, avec un dépôt des dossiers en février de chaque année, et qui vient plutôt sur des projets, là aussi, dits deep tech, en relation avec des laboratoires.
Et on a également des dispositifs dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les France 2030 et notamment le France 2030 régionalisé, qui est donc mis en place dans chaque région. Donc là, sur les Outre-mer, on a pour l'instant, il est ouvert à La Réunion, mais toutes les autres régions vont suivre. C'est vraiment en cours de signature. Donc, ce France 2030 régionalisé, c'est ouvert au fil de l'eau. C'est des financements État-région, mais c'est BPI France qui instruit. Et on peut aussi déposer des projets d'innovation qui vont être regardés un petit peu comme le sont les autres projets BPI France, mais décidés par l'État et la région. J'ai pas mis dans mes slides toute la gamme de prêts parce que, si on peut revenir sur le slide précédent, parce que bon, je me suis concentrée sur vraiment la phase de R&D. Voilà, il me semble que dans la liste des participants, j'ai vu Emerwall. Voilà, Emerwall par exemple, c'est une bonne illustration de projets liés à la construction durable que l'on a pu accompagner. Voilà, avec du développement de R&D et où on a pu faire le continuum un peu de nos aides et on espère continuer à les accompagner. Voilà. Je répondrai à vos questions après si vous avez des questions plus précisément. On a aussi donc des subventions que l'on trouve uniquement dans les DROM grâce aux dotations du ministère. Alors, par contre, ils ne sont pas ouverts au COM. Voilà, là, les subventions innovation outre-mer et subventions investissement outre-mer, on est uniquement sur les DROM. Donc, on a la subvention innovation outre-mer qui va accompagner le lancement industriel et commercial. Donc, on continue notre continuum, on a la faisabilité avec les subventions, le développement d'un projet de R&D avec les avances remboursables et le pré-innovation R&D. Et ensuite, quand on en est au lancement industriel et à la commercialisation, on a la sub-inno outre-mer qui peut intervenir à ce moment-là. On a également, alors ça c'est plutôt un produit financement, la sub-investissement outre-mer. Donc vous avez le détail ici. Donc pour permettre aux entreprises donc, de mieux maîtriser leur impact sur leur environnement, diminuer leur consommation d'énergie, financer les dépenses d'investissement en répondant aux objectifs de la trajectoire outre-mer 5.0, donc qui sont décrits ici. Donc là c'est plutôt du financement d'investissement matériel et équipement. Investissement immatériel. Donc, on n'est pas forcément sur de la R&D, on est plutôt sur du financement, voilà, investissement matériel, immatériel, équipement en fait pour s'équiper, pour répondre à cette trajectoire 5.0. Donc globalement, pour nous contacter, on a une plateforme qui s'appelle BPI France en ligne sur laquelle vous pouvez déposer vos demandes de mise en relation. Puis l'équipe dédiée prendra contact avec vous pour voilà, pour voir avec vous un petit peu plus précisément votre projet et voir quelles sont les aides ou les prêts qui correspondent le mieux. Merci en tout cas pour cette première partie de présentation. Donc comme je le disais précédemment, si vous avez des questions concernant BPI, vous pouvez les poser maintenant. Il y en a eu quelques-unes qui ont été posées. Si c'est pas le cas maintenant, que vous avez besoin de revoir la présentation, c'est disponible en replay. On va mettre un chapitrage, donc vous retrouverez précisément les différents financeurs et leur intervention pour retrouver si les questions vous reviennent et vous pourrez les poser dans les commentaires du replay. Et nous, on fera suivre tout ça. Donc, on va continuer. Ouais, il n'y a pas de questions dans la conversation. On va continuer. Ouais. A priori, non. Ah, si, ça y est. Est-ce que la subvention investissement outre-mer finance les installations photovoltaïques des entreprises? Oui, je laisse Hervé aussi peut-être compléter sur ce point-là. Mais oui, on est bien sur ce type d'installations qui sont financées via la sub-invest outre-mer. Tout à fait. Ok, merci. Voilà, mon micro a été coupé, pardon. Donc oui, en effet, on regarde en fait dossier par dossier ce que l'on peut financer, soit par prêt, soit par subvention.
Et donc, en général, quand il y a des panneaux photovoltaïques, il y a aussi souvent une meilleure isolation. Il y a des sujets sur l'eau chaude, sur la production d'eau chaude. Enfin, on arrive à mettre ces subventions outre-mer, ces subventions investissement outre-mer, à les appuyer beaucoup justement sur du bâtiment. Celles qu'on a faites sont beaucoup sur des projets immobiliers ou de rénovation d'immobilier, pardon, avec évidemment utilisation du solaire, et on tient compte aussi beaucoup des normes parasismiques. Donc tous les bâtiments qui sont refaits en termes de rénovation et qui tiennent compte comment dire, pas des particularités de nos territoires en matière de sismologie sont aussi partie prenante de ces subventions. Je vois une question aussi qui est intéressante. Est-ce que c'est cumulable avec les aides régionales FEDER et ADEME? Alors, il faut simplement retenir qu'on ne finance pas 2 fois la même chose. Donc, si vous avez des dépenses qui sont financées par un financeur, vous ne pouvez pas les représenter à un autre financeur. Après, sinon, vous pouvez avoir plusieurs financeurs pour différentes tranches de votre projet, par exemple. Mais par contre, on ne peut pas présenter 2 fois les mêmes dépenses pour obtenir un financement. Qui Et peut notre- réaliser les diag écloflux? Comment devenir expert spécialisé pour réaliser ces diagnostics? Alors, qui peut réaliser? Donc, on a labellisé quelques cabinets qui interviennent en Outre-mer. Et comment devenir expert? Donc, on est toujours en recrutement, puisqu'on en a aujourd'hui assez peu. Donc, le plus simple, c'est de m'envoyer votre CV ou présentation d'entreprise. Donc, j'ai joint dans le fil de conversation un mail, une adresse mail à guadeloupe@bpifrance.fr. Donc, c'est une adresse mail générique, mais que je regarde régulièrement. On en a une par territoire, mais par simplicité, je ne vais pas tous vous les donner. Donc, guadeloupe@bpifrance.fr. Et je ferai suivre en fait votre présentation. Donc, on a un petit service chez nous à Paris qui s'occupe de labelliser en fait ces experts. Donc, ce sont des professionnels de l'accompagnement qui eux-mêmes ont fait déjà beaucoup de missions et qui agréent donc les consultants. Alors, sachant que je préviens déjà, il y a une sélection très très forte et les gens retiennent environ un dossier sur 10. Puisque pour nous, c'est un métier stratégique, cet accompagnement, et ce sont souvent nos meilleurs clients en fait que l'on remet aux mains de consultants. Donc on veut que ces consultants aient vraiment un track record déjà, une expérience déjà probante, et rentrent bien dans la ligne en fait de ce qu'on attend. Mais Ok, merci. envoyez-moi vos présentations, on est encore en phase de recrutement sur les Outre-mer. Donc on remettra, pour information aussi, on remettra dans la description de la vidéo, dans le replay, les différents liens qui sont donnés dans la conversation. Merci. Du coup, on va poursuivre avec la Banque des Territoires, et du coup, je vais laisser la parole à Lisa Nanou pour cette partie. Si. Oui, vas-y, Lise Pellerin, pardon. Et du coup, on va vous laisser donc, de notre côté avec Hervé. Et donc, merci et bonne continuation sur la. Merci beaucoup à vous pour votre participation et le temps passé. À bientôt. Voilà. Merci. Et surtout à votre disposition pour tout Oui. projet que vous soyez entreprise de construction de bâtiments, avec des sujets en effet de construction durable ou pas, ou que vous soyez client entreprise qui souhaite travailler justement avec une entreprise de bâtiment. On a des solutions dans les deux cas. Bonne réunion. Merci. Au revoir. Et donc, on repasse avec Lisa Nanou pour la Banque des Territoires. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter notre éco-prêt qui a vocation à financer les réhabilitations thermiques de logements sociaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éco-prêt logement social, c'est un prêt qui a été mis en place en 2009 en métropole à la suite du Grenelle de l'environnement. Et il a vocation vraiment à répondre aux besoins de financement de réhabilitation des logements locatifs sociaux les plus énergivores. Et depuis le plan logement outre-mer donc de 2015-2020, ce financement a été étendu au département d'outre-mer.
Donc, pour être précis sur voilà, les critères d'éligibilité à notre offre d'éco-prêt en Outre-mer, on est vraiment à destination voilà, des départements d'Outre-mer, donc la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte. La Nouvelle-Calédonie n'est pas éligible à ce prêt. Les emprunteurs qui sont éligibles sont principalement en fait les organismes HLM, mais aussi les établissements publics à caractère administratif qui sont sous tutelle des collectivités locales et qui sont gestionnaires de logements. Les communes qui ne disposent pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements. Les sociétés d'économie mixte qui ont dans leur statut la réalisation de logements et les sociétés d'économie mixte de construction qui sont constituées dans les départements d'outre-mer pour l'établissement et l'exécution des plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer. Donc, sont éligibles pour ces emprunteurs les logements sociaux et les logements foyers qui sont dans le patrimoine de ces emprunteurs. Donc, pour pouvoir accéder à l'éco-prêt de la Caisse des dépôts, le dispositif, il faut remplir en fait un formulaire de demande d'éco-prêt qui est en ligne sur accessible à tous sur notre site internet. Il doit être rempli et déposé auprès par les organismes, donc auprès des DEAL, des DROM. Et donc, dans ce formulaire, on va retrouver tous les renseignements sur l'opération et la description technique des travaux envisagés. Donc, ce qu'il faut savoir sur cet éco-prêt, c'est que le montant d'éco-prêt est calculé sur la base d'un menu à points. Donc là, je vous en ai mis un extrait et c'est un menu qu'on retrouve dans le formulaire qui peut être téléchargé en ligne. C'est un menu en points, c'est-à-dire que selon les travaux qui vont être effectués, va y avoir un certain nombre de points et en fonction de ce nombre de points, on va avoir le droit à un montant d'éco-prêt par logement. Donc, par exemple, là, c'est assez petit sur la présentation. J'ai mis quelques extraits du menu à points. Si on prend les travaux finançables pour la toiture, donc par exemple, la mise en place d'une surtoiture, donc surtoiture ventilée couvrant l'ensemble du plancher haut, ça va permettre de rapporter 4 points. Et donc, les opérations vont être éligibles à l'éco-prêt à partir de 8 points sur ce menu à points. Et vous avez donc sur cette slide la grille de montant par point, donc que vous voyez en bas à gauche, donc entre 8 et 10 points, on a 7 500 € par logement, entre 11 et 13 points, 9 000 € par logement, etc. Donc, c'est une nouvelle grille parce qu'il faut savoir que l'éco-prêt a été revu récemment. Ça fait l'objet en fait d'une convention entre la Caisse des dépôts et l'État. Et donc, les critères d'éligibilité à l'éco-prêt sont revus régulièrement. Et aussi, ainsi que la grille de montant par logement. Donc, cette grille, elle a été étendue jusqu'à 33 000 € par logement. Donc, elle va de 7,5 KE par logement à 33 KE par logement, alors qu'avant, elle allait de 9 000 à 22 000 € par logement. Et il y a la possibilité d'avoir un montant bonifié, un montant supplémentaire par logement grâce à 3 bonus que je vous présenterai par la suite. Donc un formulaire, un menu à points dans ce formulaire qui vous permet d'avoir accès à un montant d'éco-prêt par logement. Ensuite, si on détaille un peu les caractéristiques financières de l'éco-prêt, en fait, l'éco-prêt, c'est un prêt qui est extrêmement bonifié. Donc, c'est un prêt qui est très intéressant pour les bailleurs sociaux. Donc, c'est un prêt avec des maturités qui vont jusqu'à 30 ans. Donc, la maturité maximale a été étendue. Auparavant, elle était de maximum 25 ans, on l'a étendue jusqu'à 30 ans. La tarification du prêt, elle dépend de la durée. Donc, entre 5 et 15 ans, on est au taux du livret A, moins 0,75%. Entre 16 et 20 ans, au taux du livret A, moins 0,45%. Et entre 21 et 30 ans, au taux du livret A, moins 0,25%. Donc, c'est un prêt qui est assez attractif.
En termes de montant, donc ça, vous avez la grille, la nouvelle grille sur la slide. Et du coup, il peut être augmenté, ce que je vous disais tout à l'heure, via des bonus, donc le bonus amiante, le bonus qualité et un nouveau bonus qui a été mis en place dans le cadre du nouvel écopré en 2023, un bonus point noir de bruit, mais j'y reviendrai dans les slides suivantes. Peut-être pour passer à la slide suivante, donc là c'était un peu un portrait global de notre écopré pour les Outre-mer. L'impact de l'extension d'une maturité de 25 à 30 ans, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'opérations nécessitaient, avec des prix de revient très importants, nécessitaient d'étendre en fait la durée d'amortissement du prêt. Et si on fait un rapide calcul sur les échéances dues, on voit que sur les 25 premières années, étendre la durée du prêt jusqu'à 30 ans, ça permet une économie d'annuité de 13%. Donc sur les 25 premières années. Ça permet de financer les réhabilitations qui sont particulièrement lourdes à 30 ans. Voilà. Ensuite, sur la slide suivante, l'idée, c'était de vous présenter aussi les bonus qu'on peut avoir dans le cadre de l'écoprêt. Donc le bonus amiante qui permet d'avoir un montant majoré de 3 000 € par logement, donc qui vient en plus de ce qui est lisible sur la grille de montant par logement. Donc il faut avoir un rapport de repérage amiante avant travaux qui atteste de la présence d'amiante dans le bâti. Donc ça, c'était un bonus qui existait déjà avant la refonte de l'écoprêt en 2023. Il y a le bonus qualité, donc qui est un bonus de 2 000 € par logement. Et le bonus qualité, alors il y a une petite coquille parce que là, c'est les labels de la métropole, mais pour l'outre-mer, donc le bonus qualité, il faut justifier en fait que les travaux respectent au minimum 6 de 8 critères spécifiques de qualité environnementale qui sont décrits dans le formulaire de demande de prêt. Donc, par exemple, ça va être un chantier à faible nuisance, ça constitue un des critères. La biodiversité et la végétalisation des abords du bâtiment, c'est un autre exemple de critère. Le management environnemental de l'opération de rénovation, c'est encore un autre critère. Voilà, il y a 8 critères et si l'opération cumule 6 de ces 8 critères, ça permet d'avoir accès au bonus qualité de 2 000 € par logement. Et on a rajouté donc un bonus point noir de bruit de 2 000 € par logement qui peut être sollicité lorsque les logements sont situés en zone point noir de bruit des réseaux routiers et ferroviaires et qu'il y a des travaux acoustiques qui sont réalisés. Donc ça nous fait jusqu'à 7 000 € par logement en plus. Donc par rapport aux 33 000 € maximum de la grille, on peut aller jusqu'à 40 000 € par logement d'écoprêt. Donc voilà pour les bonus. Et là, c'était pour vous faire un comparatif entre l'ancien et le nouvel écoprêt. C'est vrai qu'on avait une grille de montant par point qui était très détaillée. Là, on a regroupé les tranches pour aller de 7 500 € par logement jusqu'à 33 000 € par logement. Et donc un montant maximal qui a été vraiment majoré pour tenir compte des besoins en financement de ces opérations qui sont très coûteuses. Voilà, et puis un dernier point du coup sur la question des changements de vecteurs énergétiques. Donc c'est vrai que dans nos opérations éligibles à l'écoprêt, quand vous réalisez des opérations de réhabilitation de logement et que à cette occasion, il y a un changement de vecteur énergétique, ce changement de vecteur énergétique peut être financé en écoprêt ou en prêt pour compléter le besoin de financement en prêt par notre prêt classique à la réhabilitation qui s'appelle le prêt PAM, donc au taux du livret A plus 0,60%.
Mais par contre, on n'avait jusqu'à maintenant pas de possibilité de financer les changements de vecteur énergétique lorsque ceux-ci n'étaient pas réalisés dans le cadre d'une rénovation globale. Là, on va mettre en place donc un nouveau prêt bonifié par l'ADEME pour mettre en place, en fait, pour pouvoir financer ces opérations-là de réhabilitation, de changement de vecteur énergétique, pardon, hors réhabilitation des logements. Donc, ça va être un prêt qui aura les mêmes caractéristiques que l'éco-prêt et qui pourra financer aussi ces changements de vecteur quand on passe d'énergie carbonée vers des énergies renouvelables pour financer ces opérations-là. Voilà. Et donc, pour répondre à une des questions qui est dans le fil, l'éco-prêt est vraiment destiné aux logements à rénover et non pas aux logements neufs. Ok, merci. Alors, du coup, je vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, c'est vrai qu'on avait dit qu'on regrouperait les questions à la fin, mais bon, là, ça passe au fur et à mesure. Si du coup, il y en a une autre qui arrive. L'éco-prêt est-il destiné à un bailleur social privé? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par privé, c'est-à-dire que les organismes HLM, ça peut être dans les Outre-mer, on a pas mal de SIDOM. Donc, les SIDOM sont bien sûr éligibles à l'éco-prêt. Donc, si c'est ça que vous entendez par bailleur social privé, oui. Le tout est d'avoir des logements locatifs sociaux ou des logements foyers. Et les organismes HLM, qu'ils soient publics ou privés, donc les SIDOM sont bien éligibles. Merci pour les précisions. Alors, du coup, on va poursuivre avec l'ADEME pour la 4e partie. Vincent, du coup, je te laisse la parole et je passe Oui, merci. à la suivante. Donc, pour l'ADEME, je vais commencer par parler des dispositifs d'aide à la recherche, développement et innovation, qu'on appelle aussi RDI. Et parce que l'ADEME ne finance pas que des études et des investissements, mais également de la recherche. Il y a différents dispositifs, notamment les appels à projets recherche, qu'on appelle APR, qui sont lancés au fil de l'eau par les équipes au national, en métropole, sur des thématiques spécifiques, en lien avec la stratégie de déploiement de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, ce que je n'avais pas précisé. Et donc, on a notamment l'appel à projet recherche vers des bâtiments durables, qui est ouvert jusqu'à fin d'année, et qui vise à faire émerger des projets de recherche qui vont venir en appui aux politiques publiques pour accompagner, faciliter et accélérer la transition écologique et énergétique des projets à rénover et à construire. On a par exemple sur cet appel à projet 4 thématiques différentes qui sont éligibles par des porteurs, des actions sur la sobriété qui concernent les bâtiments, des actions sur la rénovation des bâtiments, la consommation de ressources pour la rénovation de la construction et tout ce qui relève de l'observation et des tendances prospectives, notamment le comportement et l'usage dans les bâtiments pour aider à déployer des politiques publiques. Donc, ce sont par exemple des appels à projets qui sont un appel à projet qui est ouvert aux équipes de recherche qui vont proposer des projets compris entre 1 et 3 ans. Je vous ai mis la partie financement, donc des aides qui vont de 25% à 100% des coûts du projet, selon qu'on a un acteur qui porte le projet, selon qu'il porte une activité économique ou pas. Et parmi les dépenses qu'on rend éligibles à ce type d'appel à projet, on a tous les frais de personnel employés sur le projet par le porteur du projet, tout ce qui est coût d'instruments ou de matériel nécessaire au projet, les brevets achetés ou déposés dans le cadre du projet, par exemple, et les autres dépenses, on va dire, externes au projet, par exemple des études réalisées par d'autres prestataires que le porteur, ou la prise en compte de frais généraux liés à l'utilisation de bâtiments dans le cadre des projets. Donc ça, ce sont des instructions qui se font au niveau national, donc qui sont portées par des collègues nationaux, qui concernent en général tous les dom-tom, tous les territoires, y compris les dom-tom, avec une instruction qui peut être soit uniquement nationale, soit nationale avec une combinaison métropole et région. Ensuite, on a un autre appel à projet. Je vous ai mis uniquement 3 appels à projet qui concernent la partie construction, en lien avec les assises. L'appel à projet développement de la construction et de la rénovation hors site, qu'on appelle CROSS. Alors, c'est un acronyme un peu barbare.
Pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec ça, la construction hors site, ça signifie un processus de construction ou de rénovation d'un bâtiment qui vise à produire en dehors du chantier la plupart des éléments constructifs nécessaires au projet. L'objectif, c'est de réduire le temps de mise en œuvre du projet, réduire les consommations énergétiques sur site et améliorer la qualité du projet, neuf ou à rénover, en ayant construit au préalable des éléments constructifs dans des usines. Donc là, c'est un appel à projet qui, par exemple, se termine début 2024 et qui soutient deux axes. Le soutien de développement d'usines et d'ateliers de préfabrication ou de lignes de production pour développer ce type de construction, ou le soutien des projets de recherche et développement sur la construction hors site, avec là aussi des financements très différents selon quel type de recherche on porte et selon qu'on est en projet d'industrialisation ou en projet d'innovation. Donc, vous avez mis un petit peu les taux d'intervention de l'ADEME. Il faut savoir que les appels à projets, en général, on essaye d'intégrer dans les appels à projets nationaux les spécificités d'OMTOM pour faciliter l'émergence de projet. Donc, on a par exemple, là, dans le cadre de cet appel à projet, un coût minimum de projet qui est de 500 000 euros en Outre-mer, alors qu'il est de 2 millions d'euros en métropole. Sur le prochain appel à projet, qui est l'appel à projet qui s'appelle Oreno, donc opérateur ensemblier de la rénovation. Là, l'État cherche à faire, l'ADEME cherche à faire émerger des opérateurs ensembliers de la rénovation qui sont capables de proposer des offres complètes qui vont intégrer la conception, les travaux, le financement et la garantie de performance énergétique sur des projets qui vont cibler le résidentiel privé uniquement. Donc, c'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'au début de l'année 2024 et qui vise deux types de projets déposés, soit le développement de plateformes numériques qui vont faciliter le financement de projets de rénovation énergétique pour des acteurs privés, soit la réalisation de démonstrateurs et de solutions qui sont reproductibles en proposant directement une opération un peu globale, une offre globale ensembliée de la rénovation. Et ce type d'appel à projet vise par exemple à faire émerger des projets qui sont portés par à la fois des entreprises de travaux, des bureaux d'études, des architectes, des assureurs, des banquiers et autres acteurs liés à la construction ou à l'énergie. L'idée, c'est vraiment d'aider sur le territoire national et d'OMTOM à faire émerger des structures qui vont pouvoir améliorer la qualité des projets et l'accès aux projets de rénovation de différents acteurs. Donc là, c'était pour les appels à projets recherche. Donc je ne développe pas toutes les informations présentes sur les diapos, mais vous pourrez les regarder plus en détail à tête reposée. En dehors de ces appels à projets recherche, l'ADEME finance aussi un dispositif qui s'appelle Aide à la recherche, développement et innovation, donc RDI, qui est ouvert au fil de l'eau éligible à toute entreprise et collectivité, et qui vise à permettre d'accompagner les acteurs qui ont un projet de recherche qui ne rentrent pas dans les thématiques des appels à projets recherche portés par l'ADEME. Par exemple, si la date d'éligibilité d'un appel à projet est dépassée, mais qu'on a quand même un projet en lien avec une thématique, là, il est possible de solliciter l'ADEME, donc l'ADEME en région et pas au national, et on va juger au cas par cas en fonction de l'intérêt que présente le projet pour le territoire et en fonction aussi des projets déjà soutenus au national, si on apporte un soutien financier. Je vous ai mis dans le tableau différents types de recherches que peut accompagner l'ADEME via ce dispositif. Des recherches fondamentales en connaissances nouvelles, de la recherche industrielle, du développement expérimental, par exemple, ou de l'innovation de procédés. Dans les DOM-TOM, ce qu'on voit beaucoup passer comme type de demande d'aide sur ce sujet-là, ce sont les études générales, donc la dernière ligne, qu'on finance entre 50 et 70%, et qui vont couvrir des frais de personnel employé sur le projet, tout ce qui est coût d'instruments et de matériel nécessaires au projet de recherche, des brevets et autres dépenses externes, des études externes réalisées nécessaires au projet. Et pour vous donner un petit peu une idée des projets qu'on peut accompagner, sur La Réunion, on a par exemple été sollicité par un bailleur social pour adapter un outil numérique d'évaluation carbone de projets de rénovation ou construction de bâtiments tertiaires aux logements sociaux, donc à la cible résidentielle. Donc l'idée, c'est de mobiliser un bureau d'études qui va adapter un outil existant
qui pourra être demain utilisé par les bailleurs sociaux dans le cadre de leur projet de rénovation ou de construction neuve. L'idée, c'est de pouvoir accompagner les bailleurs sociaux dans la réduction de leur impact environnementaux. Donc, voilà, là, par exemple, le type de projet qu'on peut porter. Donc là, c'était pour les projets d'aide à la recherche et développement, innovation. Il faut savoir que par exemple, à La Réunion, on a pas mal de projets qui sont portés par des bureaux d'études. Donc, ce n'est pas forcément des structures de recherche, ça peut être des entreprises privées et des bureaux d'études qui s'intéressent à ces sujets de recherche. Concernant les aides à la réalisation études d'investissement, donc c'est un gros volet des aides de l'ADEME, notamment via le fonds chaleur et le fonds économie circulaire. Donc on finance des études et des travaux en lien avec en général l'efficacité énergétique ou la transition écologique. Et donc on a le dispositif d'aide à la décision qui est ouvert à toute entreprise et collectivité au fil de l'eau et qui va permettre de financer des diagnostics ou des études de projet sur des sujets qui ne sont pas déjà couverts par des dispositifs de l'ADEME. Je ne l'ai pas dit, mais l'ensemble des dispositifs de l'ADEME, de financement de l'ADEME, que ce soit études, recherche ou investissement, sont accessibles sur le site Agir pour la transition. Et en fonction du porteur et de la thématique, on a accès à tous les appels à projets, toutes les études et tous les investissements possibles portés par l'ADEME. Et donc, pour ceux qui ne sont pas éligibles via notre plateforme, on peut quand même étudier au cas par cas le financement de projet. Deux exemples dans le cadre de l'aide à la décision. Sur La Réunion, on accompagne une entreprise qui a développé une solution de clim performante pour valider l'efficience énergétique de sa solution. Donc, c'est une solution de clim couplée à des panneaux photovoltaïques et à un stockage latent. Donc, un groupe de glacé, stockage latent et PV. Et l'idée, c'est d'évaluer le coefficient de performance de l'installation afin d'aider ensuite l'entreprise à obtenir des financements pour développer sa solution technique. Ou, par exemple, sur l'étude d'accompagnement de projet, on accompagne une collectivité qui a lancé une étude d'opportunité ou de faisabilité sur la réalisation sur La Réunion d'une soufflerie aérolique qui doit permettre d'aider à concevoir les bâtiments réunionnais, tertiaires, mais pas que, en mettant en avant la ventilation naturelle dans le but de réduire l'usage de la climatisation dans les bâtiments. Donc, c'est vraiment des sujets très variés, portés par des acteurs très différents, qui sont analysés au cas par cas. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter s'il y a un sujet, s'il y a des questions. On analyse le dossier et ensuite on informe le porteur si oui ou non l'ADEME soutient ce dispositif en fonction des moyens qui nous sont alloués, parce qu'on n'a pas des enveloppes extensibles. Donc là, c'était pour le dispositif d'aide à la décision. On accompagne également des collectivités sur des prestations, alors qui sont assez peu mobilisées en Outre-mer, mais je les présente quand même, d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets de rénovation globale avec contrat de performance énergétique. Donc, ça permet de mobiliser un prestataire sur une phase amont qui va aider le maître d'ouvrage à identifier l'opportunité de réaliser un contrat de performance énergétique sur un projet de rénovation, et sur une phase dite aval, où le prestataire va accompagner, par exemple, la collectivité dans la rédaction et la passation d'un contrat de performance énergétique avec l'entreprise. Donc là, il y a une aide de l'ADEME qui est au maximum de 80 000 € avec 50% des dépenses éligibles. C'est assez peu mobilisé parce qu'on demande en général 40 à 30% d'économie d'énergie sur la consommation du bâtiment à l'issue de la rénovation. Et les collectivités, en général, n'ont pas forcément du patrimoine très consommateur en énergie. C'est possible, mais ce n'est pas la majorité des bâtiments. Et on n'est pas encore dans une optique de viser de la performance énergétique avec de la garantie. Ce n'est pas quelque chose qui est très fréquent, mais c'est quelque chose qu'on essaie d'inciter. Je vous ai mis à chaque fois, pour chaque diapo, le lien qui renvoie vers notre site, sur lequel vous pourrez voir toutes les conditions d'éligibilité, si vous voulez en savoir plus dans le cadre des assises. Si on peut passer à la slide suivante. On accompagne également les maîtres d'ouvrage, donc toujours les collectivités, au fil de l'eau, sur des projets de commissionnement sur la rénovation globale des bâtiments publics, où là, le prestataire qui va être mobilisé pour accompagner le maître d'ouvrage va assurer la coordination de l'ensemble des intervenants, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, entreprise, travaux ou exploitation, va définir les moyens de contrôle des actions à mener à tous les étages et à toutes les phases du projet,
va faciliter le transfert d'informations entre les entreprises qui interviennent sur le projet et pour le maître d'ouvrage, et va accompagner le maître d'ouvrage aussi dans la phase d'exploitation du bâtiment pour s'assurer que les engagements des phases de conception soient bien tenus. Donc là, c'est une aide possible de l'ADEME de 50% plafonnée à 20 000 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être, c'est une aide qui est cumulable avec l'aide de la FNCCR, avec le dispositif Acté+, jusqu'à 80% du coût total. Donc là aussi, c'est pas forcément très mobilisé parce qu'on fait assez peu de commissionnement. On n'est pas encore dans cette optique, côté maître d'ouvrage public, voire même privé, de vraiment challenger tous les acteurs d'un projet de construction ou de rénovation. Mais en tout cas, c'est possible. Ensuite, on a un dispositif qui s'appelle le schéma directeur immobilier énergétique, qui est également ouvert uniquement aux collectivités au fil de l'eau, et qui va permettre d'accompagner la collectivité sur l'amélioration de la connaissance de son parc immobilier. L'idée, c'est qu'on a un prestataire qui réalise des audits sur différents sujets, des audits réglementaires, de vétusté, énergétique, occupationnelle, fonctionnelle et stratégique sur le patrimoine, qui est plusieurs scénarios d'adaptation ou d'optimisation de ce patrimoine qui sont proposés. Le maître d'ouvrage en choisit un, et ensuite il est accompagné pendant 2 ans par ce prestataire pour mettre en œuvre ses schémas directeurs. L'idée, c'est vraiment d'aider le maître d'ouvrage à optimiser son patrimoine vis-à-vis de ses besoins. On a souvent un patrimoine des collectivités qui est très important, très dispersé et peu optimisé. Donc là, on a une aide de l'ADEME de 50% plafonnée à 20 000 €, mais on a aussi un cumul possible avec l'aide Acté+, portée par la FNCCR, qui peut aller jusqu'à 80%. Sur La Réunion, par exemple, on a une collectivité qui est la Civis, qui s'est emparée de ce sujet et qui va réaliser un schéma directeur immobilier énergétique. Ça devrait être pour nous la première étape pour une collectivité qui souhaite lancer une réflexion sur la rénovation de son parc. Pas forcément une rénovation uniquement énergétique, mais une rénovation un peu globale de performance de son parc immobilier. Ensuite, on a des aides qui sont les aides portées par le fonds de chaleur de l'ADEME, qui vont financer plutôt la production d'énergie renouvelable thermique, et notamment les études de faisabilité, qui sont là ouvertes à toute entreprise et collectivité. Donc, quand on parle d'entreprise, on pense aussi association, au fil de l'eau. Et ce sont des études qui vont permettre d'aider le maître d'ouvrage à identifier si un projet de production d'eau chaude solaire thermique est adapté d'un point de vue technique et financier sur son projet, avec une aide de l'ADEME qui est assez importante, qui est de 50 à 70% du coût de l'étude, selon le type de porteur, avec les conditions, respecter le cahier des charges type de l'ADEME, qui permet au maître d'ouvrage de bien sélectionner des livres d'études ayant les bonnes qualifications, et les qualifications qu'on exige, RGE, 20.10 ou 20.14, qui concernent le solaire thermique. Je ne l'ai pas dit, mais pour toutes les aides de l'ADEME, quand on est sollicité, il faut vraiment qu'on soit sollicité en amont, qu'il n'y ait eu aucun démarrage de projet, aucune signature de contrat entre un maître d'ouvrage, entre le demandeur de l'aide et un bureau d'études ou une entreprise travaux. Sinon, on n'a plus le caractère incitatif de l'aide, et donc l'aide de l'ADEME n'est pas accordée. Ensuite, on a les aides aux investissements. Donc, on finance les études et les investissements, par exemple sur la production d'eau chaude solaire thermique, qui est très fréquente en Outre-mer. La Réunion, par exemple, est le territoire le plus solarisé de France et le second après Malte, si je ne me trompe pas. Un dispositif qui est ouvert aussi à toute entreprise et collectivités et associations, qui a, par exemple, une installation de production d'eau chaude électrique et qui souhaiterait passer aux énergies renouvelables solaire thermique. Là, donc du coup, on peut aider des projets qui présentent une production, une installation solaire comprise entre 10 mètres carrés et 500 mètres carrés, avec une aide forfaitaire qui est très importante pour les projets résidentiels, qui est de 2 500 € par mégawattheure, qui finance jusqu'à 80% du coût d'une installation solaire. Donc des projets résidentiels qu'on soit en logement, donc d'hébergement qu'on soit en résidentiel ou en hébergement longue durée, par exemple dans tout ce qui est établissement de santé, clinique ou hôpitaux. Et une aide réduite de moitié pour la cible tertiaire et industrie, 1120 € par mégawattheure, mais qui permet quand même d'aider des projets de couvrir 30 à 50% du coût des projets selon les configurations. Là, l'ADEME va quand même exiger des engagements énergétiques pour accorder un financement.
un taux d'économie d'énergie de 30% minimum par rapport à la solution de référence, qui est souvent une solution toute électrique, une instrumentation et un suivi d'installation sur une année pour s'assurer que l'installation fonctionne bien, la mobilisation d'entreprises ayant des études qui ont été menées par des prestataires qui répondent au cahier des charges de l'ADEME, et des mises en service dynamiques qui sont réalisées sur les opérations collectives. À savoir, par exemple, que toute installation solaire thermique qui présenterait des capteurs hybrides, panneaux photovoltaïques et thermiques, ou des capteurs solaires thermiques à air, ne sont pas éligibles pour l'instant au fonds de chaleur de l'ADEME. Et pour les projets qui dépasseraient 500 m², on a également une aide, qui est l'aide de l'appel à projet grande installation solaire thermique. Donc, je vous ai mis le lien dans la slide précédente. Donc, ça permet aussi d'aider les gros projets industriels. Il n'y en a pas beaucoup dans les Outre-mer, mais il y en a quand même quelques-uns. Ensuite, on a un nouveau dispositif, nouveau, qui a quelques années, mais qui va être pérennisé à partir de 2024 dans le fonds chaleur de l'ADEME, qui est le dispositif audit et réhabilitation d'installations solaires thermiques collectives, d'installations qui sont défectueuses, c'est-à-dire qui fonctionnent à moins de 50% de leur capacité théorique. Un dispositif qui va être ouvert à toute entreprise et collectivité, ouvert au fil de l'eau, qui va concerner les centrales solaires existantes qui font plus de 25 m², et pour lesquelles les maîtres d'ouvrage vont mobiliser des entreprises ayant certaines qualifications, suivant les cahiers des charges de l'ADEME, avec une aide ADEME de 15 000 € par centrale solaire réhabilitée. Ces 15 000 € peuvent, par exemple, financer un audit énergétique de l'installation, une mission de maîtrise d'œuvre pour redéfinir les plans et les pièces écrites et le chiffrage des travaux de rénovation, la partie travaux de l'installation et la pose d'équipements de mesure sur la future installation. Ce n'est pas un dispositif qui a vocation à remplacer totalement une installation solaire qui coûterait beaucoup plus que 15 000 €, mais ça a vocation à remplacer certains équipements de sécurité qui seraient défectueux, des pompes, des bases d'expansion, quelques capteurs abîmés ou d'isolation qui seraient défectueuses sur les réseaux. De retour d'expérience, ça finance jusqu'à 50% du coût de réhabilitation d'une centrale solaire. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de déployer, en tout cas très fortement sur la Réunion 2024, dès qu'on aura les acteurs solaristes et exploitants solaires qualifiés. Voilà un petit peu pour la partie solaire thermique, donc étude de faisabilité, aide à l'investissement et aide à la réhabilitation. On a également un fonds qui s'appelle le Fonds de tourisme durable, qui est ouvert aux TPE-PME qui ont une activité de restauration et d'hébergement touristique. C'est ouvert jusqu'à fin 2024 sur tous les territoires, outre-mer et au national. Et sa particularité, c'est qu'il est porté en local par des partenaires de l'ADEME. Sur la Réunion, c'est par exemple la Chambre de commerce et d'industrie, l'Office du tourisme Nord et le Parc national. Et ces acteurs-là vont réaliser gratuitement pour le maître d'ouvrage qui nous sollicite un diagnostic, donc une visite sur site, qui doit permettre d'évaluer les actions mobilisables dans le cadre d'un projet de rénovation. C'est un dispositif qui permet d'apporter une aide comprise entre 5 000 et 200 000 € maximum, plafonné à 80% des dépenses présentées, et qui finance à la fois de l'accompagnement, donc des audits énergétiques, de l'accompagnement maîtrise d'œuvre sur un projet de rénovation globale par exemple, le financement de diagnostics sur la qualité de l'air intérieur et extérieur, l'accompagnement à l'écolabel européen par exemple pour des hôtels, ou des investissements, des chauffe-eau solaires, des pompes à chaleur solaire, de la protection solaire des parois et d'isolation des murs et des toitures, des brasseurs d'air, de la ventilation mécanique, de l'éclairage intérieur ou extérieur, de l'installation de gestion technique du bâtiment, de la récupération des dispositifs d'économie d'eau sur les sanitaires, cuisines et chambres dans les hôtels. Pas mal de prestations qui sont éligibles et qui couvrent pas mal d'usages énergétiques qu'on retrouve dans les restaurants et dans les hôtels. Donc c'est vraiment un dispositif qui marche bien et qui est à destination des petites structures hôtelières et de restauration. Donc là, j'en ai un peu fini pour les aides de l'ADEME sur la partie il y a bâtiment et production d'énergie et rénovation. Je vais profiter des quelques minutes qui me restent pour parler d'autres dispositifs qui sont mobilisables dans les dom-tom sur le sujet de la construction durable, notamment le cadre territorial de compensation,
qu'on connaît surtout sous le nom Offre EDF Agir Plus, dans la communication qui est faite sur les grands réseaux. C'est un dispositif qui est spécifique d'Omtom, donc qui est porté sur Mayotte, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, qui est porté par EDF sur chaque territoire et qui est piloté par le comité maîtrise de la demande en énergie sur La Réunion, donc c'est la région, l'ADA, l'EDF et l'ADEME. Et c'est un dispositif qui va cibler, qui va financer des actions de rénovation énergétique pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, qui est ouvert toute l'année. Et on finance par exemple des brasseurs d'air, des chauffe-eau solaires individuels collectifs ou thermodynamiques, de l'isolation de parois verticales ou horizontales, de l'éclairage, de la climatisation performante, de la régulation des groupes froids, de la GTB et de la GTC sur les bâtiments, de la régulation électronique de vitesse. Ça cible vraiment la partie résidentielle, privée ou collective, les problématiques des bâtiments publics ou tertiaires privés et l'industrie. Donc c'est vraiment le gros dispositif de financement de la transition écologique dans les DOM-TOM, qui était doté entre 2019 et 2023 de 550 millions d'euros. Pour vous donner un petit peu le volume, sur La Réunion, c'était 150 millions d'euros sur 5 ans, et c'est pérennisé jusqu'en 2028. Il faut savoir que ce n'est pas cumulable avec les certificats d'économie d'énergie, parce que ce dispositif-là s'appuie sur les certificats d'économie d'énergie. Par contre, il peut être cumulable avec d'autres actions, comme le crédit d'impôt, les aides de l'ADEME, les aides régionales et de l'État, à condition qu'on ne dépasse pas les taux d'aide publique, qui sont en général fixés à 80% des dépenses. Et à savoir qu'on peut aussi financer des actions qu'on appelle non standards, qui ne sont pas forfaitaires et qui vont être évaluées au cas par EDF, suivant la performance énergétique de la solution technique qui est proposée. Donc il y a vraiment des solutions, je pense, pour beaucoup de solutions, beaucoup de problématiques que peuvent rencontrer les entreprises et beaucoup de solutions innovantes qui permettent de réduire les consommations énergétiques dans la construction. Enfin, on a le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qu'on appelle les C2E, qui est un dispositif national qui est porté depuis très longtemps par le ministère de la Transition écologique et qui oblige les entreprises qu'on appelle les obligés, qui sont en général les entreprises qui ont un fort impact environnemental de par leur activité, souvent les gros producteurs d'énergie, les pétroliers. Sur La Réunion, c'est par exemple EDF Réunion, Total Énergie, la SRDP, Vivo Énergie ou Ola Énergie, qui ont l'obligation de financer des travaux de rénovation énergétique sur des secteurs d'activité. Ça peut aller du résidentiel au tertiaire, à l'industrie, à l'agricole, en passant par les transports et les réseaux. Là, je vais mentionner uniquement ce qui concerne le bâtiment, donc plutôt la partie résidentielle, tertiaire, industrie et agriculture. Donc on a plus de 150 fiches actions qui existent et qui permettent d'identifier un volume qu'on appelle de kilowattheure QMAC, kilowattheure pour QMAC pour cumuler actualiser, et qui permettent d'identifier pour chaque action, par exemple de l'isolation ou un chauffe-eau solaire, le volume de C2E qu'on peut mobiliser et donc le niveau de prime qu'un obligé, donc une entreprise polluante, va être en mesure de proposer à un acteur privé ou public pour financer ses travaux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les DOM-TOM, ce dispositif est doublé par rapport à la métropole, c'est-à-dire que pour chaque action qui est mobilisée, par exemple 1 mètre carré d'isolant, on peut avoir 2 fois plus de primes qu'en métropole. L'idée, c'était vraiment d'inciter les entreprises obligées au niveau national à se développer aussi dans les territoires d'outre-mer pour éviter qu'ils se concentrent sur la massification facile en métropole. Et donc, ça finance des actions très similaires à celles du cadre territorial de compensation, de l'isolation, des chauffe-eau solaires, de l'éclairage, de la ventilation, des systèmes performants de climatisation ou de chauffage. Donc, ce n'est pas cumulable avec le certificat, avec le CTC que j'ai présenté juste avant, mais c'est parfois plus généreux financièrement que le CTC, et ça va sur d'autres sujets qui ne sont pas couverts par le CTC. Donc, on va dire que c'est complémentaire. Et c'est le principal dispositif de financement de la transition écologique en métropole. À La Réunion, on a la chance d'avoir le CTC, qui vient un peu en cumul, mais on a la chance d'avoir les deux. Et enfin, un dispositif qui n'est pas présenté sur les diapos, mais je voulais quand même l'aborder, c'est le dispositif qui est porté par la FNCCR
et qui est un programme C2E qui s'appelle Acté Plus et qui finance pour les collectivités des postes d'économes de flux pour agir sur les consommations énergétiques de leur parc immobilier, qui finance des études d'ingénierie, que ce soit des études de faisabilité, des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre, sur des projets de construction neuve ou de rénovation qui ambitionnent de réduire l'impact énergétique des projets et qui permettent aussi aux collectivités qui le souhaitent de s'équiper d'instruments de mesure ou de suivi de leur consommation énergétique. Donc on a vraiment un panel assez large de dispositifs dans les Outre-mer qui financent de la recherche, des études, des postes humains à charge de mission et des travaux très divers avec différentes sources de financement. Voilà, je vais terminer pour ma présentation. Du coup, Guy-François, je te redonne la parole sur ce qu'on a appelé la partie conclusive. Oui, merci. C'est vrai qu'en introduction, dans le panorama des financeurs, on avait positionné le ministère des Outre-mer. Alors, celui-ci ne dispose pas d'offres de financement spécifiques, comme c'est le cas de nos intervenants aujourd'hui, mais on peut noter que le ministère de l'Outre-mer peut financer certaines dépenses liées à la construction durable. Donc là, ce qu'on a mis en exemple, ce sont les commissions de normalisation de Martinique et de la Réunion. Donc, ça fait lien avec les assises, donc qui sont financées aujourd'hui par le ministère de l'Outre-mer. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la continuité du plan logement Outre-mer 2019-2022, donc le ministère des Outre-mer travaille en concertation à l'élaboration de la feuille de route 2023-2027, donc 4 axes de travail: l'amélioration de la résilience des territoires, l'intervention de façon volontaire sur l'habitat privé pour augmenter et améliorer le parc destiné aux ménages modestes et très modestes, l'accélération de la production du logement locatif social pour le rendre plus accessible dans le respect de la mixité sociale et l'accompagnement de chaque territoire. Donc, on a des travaux, les différents acteurs travaillent en concertation justement pour définir cette feuille de route. Comme pour le plan logement Outre-mer, on peut s'attendre à ce que des mesures soient intégrées à ces différents axes de travail et certaines mesures peuvent être financées par le ministère des Outre-mer. C'est là qu'en lien avec les assises qui auront lieu le 19 et le 20 février, on peut espérer que même si on n'a pas de visibilité sur la finalisation de cette feuille de route, on peut espérer que les assises puissent, donc les propositions qui sont formulées suite aux assises, puissent être intégrées éventuellement en tant que mesure de cette feuille de route, donc puissent être financées. Alors, donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et en guise de conclusion, en lien avec tous les financements qui ont été présentés, donc le message, au-delà des informations de fond qui ont été communiquées par les intervenants, c'est qu'on a un ensemble d'aides mobilisables, d'aides financières, pas tous activées, pas tous utilisées aujourd'hui. C'est là que, si on se projette sur les ateliers locaux et les assises du 19 et 20 février, ce qu'il faut avoir en tête, donc, c'est de bien être libre dans les propositions que nous allons formuler. Après, on est sur de l'ingénierie financière, des financements à trouver, à mobiliser, mais ce qu'il faut se dire, c'est que tout pourra être mis en œuvre, ou en tout cas, soyons ingénieux et travaillons tous de manière à faire en sorte à faire émerger ces propositions à la suite des assises. Donc voilà, c'était surtout le message de conclusion. Ok, merci Guy-François pour cette précision et c'est cette vraie conclusion du coup qui permet d'avoir un objectif sur ces ateliers locaux qui vont démarrer. Il y a quelques dates qui sont déjà posées mi-octobre, je crois. Et puis les autres vont se construire au fur et à mesure pour arriver jusqu'au 19-20 février avec des listes bien garnies de propositions. Et sinon, je remercie, même si tout le monde n'est plus encore là, mais la participation de BPI France, la Banque des Territoires et puis l'ADEME et puis bien sûr Guy-François pour Verso pour l'organisation de cette web masterclass aujourd'hui. Donc si côté intervenant vous avez aussi des précisions à apporter, même si je crois que ça a été beaucoup fait, faut pas hésiter. Même dans les commentaires aussi a posteriori, on essaiera au maximum de reprendre les liens et puis encore une fois de chapitrer ces web masterclass parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, ça peut être lourd à digérer en direct. Donc le fait d'avoir un chapitrage, de les retrouver assez rapidement les infos, même pour vous entre deux ateliers dans vos territoires, vous pouvez reconsulter la vidéo et trouver l'information assez rapidement ou la compléter via les commentaires si besoin. Moi, je vois pas d'autres questions à arriver ni de main levée. Du coup, je vous propose de conclure pour cette masterclass et puis je vous souhaite à tous une bonne journée et puis merci à vous.